Ça va et toi? Welcome. Bon, évidemment, merci à Natacha, merci à Seb d'avoir géré cette logistique et tout. Merci Mathieu d'être là. Bonsoir tout le monde déjà. Et merci pour l'invitation. Ça fait super plaisir. Et alors, évidemment, merci de nous avoir fait kiffer pendant tes longues années de rugby, de nous faire encore kiffer dans ce que tu fais. Mais surtout, merci. Et Rémi se joint à moi, mon pote Rémi, avec qui on est en train de discuter. Et Flo aussi. Et William aussi. Pour nous avoir permis, à nous, les petits gros, de pouvoir jouer derrière. Parce que nous, tu vois, c'était au grand désespoir de mon père. Mon père, il te kiffait. Mais en fait, le truc, c'est que mon père, il aurait rêvé que je jouais talon. Et en fait, t'es arrivé, t'as 2 ans de plus que moi. Et grâce à toi, j'ai pu jouer derrière, tu vois. Donc, en fait, ça, tu sais pas. Nous, les petits gars du Sud-Ouest, on a pu jouer derrière. On a les oreilles à peu près clean grâce à toi. Et ça, c'est inestimable. Donc, merci Mathieu, ça fait plaisir. De rien. Moi, la première fois que je t'ai vu jouer, donc c'était à la télé, c'était à une Coupe du Monde. Et t'étais entre Massy et... il t'annonçait à l'époque, donc une Coupe du Monde de jeunes. Il t'annonçait à Agen, je crois. Encore à ce moment-là. Ça devait être en moins de 19. Ouais. Ça devait être peut-être à Dubaï. Surclassé, je crois, t'étais. Hein. Ouais, c'est ça. Ça devait être Coupe du Monde à Dubaï ou en Irlande, peut-être. Ouais, je sais plus. Moi, Ouais, je me rappelle. j'étais jeune à l'époque. Ouais. Et là, est-ce que tu avais déjà une idée de ce que ça allait donner? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'à cet âge-là, j'avais 17-18 ans, je jouais juste pour le kiff. Bien sûr, pour moi, c'était déjà d'être un rêve de pouvoir représenter mon pays en jeune. Mais c'est vrai qu'après, tout s'est enchaîné super vite pour moi. Mais non, parce qu'on se prépare, on n'est jamais préparé à ce qui est, on va dire, comme on appelle ça, la suite. On vit au jour le jour quand on est jeune et c'est plus vieux qu'on commence un peu à tu cogites le truc. cogiter, calculer. Attends, là, il y a une vraie question. Du coup, en fait, tu passes du jeune inconscient au côté adulte conscient. Ça y est, tu conscientises les choses à partir de quand? En l'espace de 2-3 ans, je passe de fédéral 1 à jouer en top 14. Donc, et en équipe de France. Donc, en fait, tout va très vite. En fait, on se rend pas compte. On vit un peu dans un rêve éveillé. Et c'est après qu'on commence un peu à réaliser là où on met les pieds, quoi. Surtout Et dans justement, un club comme le Stade Français. Quand tu commences à poser le pied au Stade Français, justement, est-ce que là, tu commences à envisager la pression médiatique de l'entourage, des entraîneurs peut-être? Est-ce que ça arrive à quel moment, ça? Bien sûr, parce que forcément, ma première convocation en équipe de France, je jouais encore en fédéral 1. Donc du coup, il y avait énormément d'attentes. Donc je savais, je me sentais un petit peu attendu au tournant. Surtout que à l'époque, les jeunes joueurs, les jeunes pépites venaient plus du sud-ouest que de la banlieue parisienne. Donc je dénotais un petit peu de tout ça. Donc on attendait que je rentre un peu dans un moule qui était peut-être trop petit par rapport au gabarit. Mais ouais, c'était dessus, j'ai senti la pression. Hein. Et tu l'as senti à l'intérieur de la famille, dans l'entourage proche, les potes, qui te voyaient peut-être déjà, ou qui te sauçaient, ou qui te mettaient peut-être aussi des warnings, ou c'est plutôt l'extérieur? Non, moi, mon entourage proche et ma famille m'ont jamais mis la pression. Justement, c'est là où j'allais me réfugier après les matchs, le dimanche, parce que justement, ils me parlaient pas de rugby, ils me parlaient pas de tout ça. Non, c'est une pression de la part forcément des entraîneurs, des dirigeants, parce qu'ils misent sur toi. Tu n'es plus qu'un simple joueur de rugby. Tu es là pour les faire gagner. Donc il y a tout ça qui va avec. Forcément, après les sponsors, les partenaires. Voilà, les gros clubs, que ce soit dans n'importe quel sport, c'est une grosse machine. Donc quand on est de l'extérieur, on ne se rend pas compte. Quand on est à l'intérieur, c'est vraiment différent. Ouais. Et le premier instant où tu t'es dit, ok, là ça devient vraiment sérieux.
C'est quand à 16 ans, tu commences déjà à discuter. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais à quel moment tu dis là, j'ai un peu un destin qui est hors du commun. Je sais pas, je dirais que le moment où j'ai vraiment décidé d'en faire mon métier, et d'en faire ma vie, c'est oui, quand je suis rentré en sport-études à la Canale. C'est quoi, c'est en seconde, quand tu rentres au pôle ou... Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ok. à l'époque des pôles espoirs. Et là aussi, un peu de pression, mais c'est de la pression que je m'étais mis moi-même parce que c'était un coût financier, un très gros coût pour mes parents. Et ils sont sacrifiés pour que j'y rentre. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben, ils se sacrifient pour moi, il est hors des questions que je les déçoive. Et en fait, Pôle Espoir, c'est là où ça commence, là, un peu les détections. Moi, l'équipe de France, -17, -18. Donc, c'est là que les choses sérieuses commencent. Et c'est là que je me suis dit, voilà, c'est le moment de faire. T'y es, t'en as toujours rêvé. On va dire, t'as pas un chemin tracé, mais tu peux te servir de ça pour y arriver. Donc, vas-y à fond. Non. À partir de là, justement, au niveau de l'état d'esprit, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Genre, ça y est, je suis un peu passé pro. Tu parlais de la mentalité du petit Parisien. C'est quoi la différence entre cette mentalité-là et les mecs qui viennent du Sud-Ouest? Non, en fait, moi, je me suis toujours senti un peu en marge. Euh, c'est juste voilà, c'est des petites anecdotes, mais par exemple, non, mais quand on gagnait un match, les chansons paillardes, moi, je les connaissais pas. À Massy, on chantait Nous, on pas ça, quoi. connaissait. Nous, on connaît. À Créteil, à Massy, on chantait pas ça, et forcément, ben, les mecs, ils te font la remarque, ils disent, ah, tu chantes pas. Bah, ouais, non. Après, j'étais bon pour le playback, donc donc, donc voilà, mais donc forcément, donc les mecs, ils pensaient que je voulais pas m'intégrer. C'est pas que je voulais pas m'intégrer, c'est que je les connaissais pas. Donc après, je les ai apprises et oui, je me forçais un peu à les chanter parce que c'était pas du tout, on va dire, ma culture. Ouais. Et au début, j'ai chanté. Après, je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas moi. Donc ça sert à rien de faire semblant. Euh, Reste comme tu es, si jusqu'à présent ça te réussit. Mais voilà, c'est des choses comme ça, quoi. Et quand tu rentres au pôle, je l'ai entendu en préparant un petit peu notre entretien, c'est là où démarrent aussi les contraintes. Il y a le talent, il y a ton physique qui est hors norme, et du coup, il commence un peu à te faire chier avec le poids, la rigueur, tout ça. Et tu en as parlé chez Ardisson, je crois. Ah ouais, Ouais. ouais, bah en fait, comme tu l'as dit au début, des joueurs à mon poste avec mon morphotype, il y en avait pas, quasiment pas. Et ils ont toujours essayé de me faire rentrer dans un moule. Il fallait voilà, le centre hyper élégant, majestueux et tout. Et moi, j'étais pas comme ça. Et c'est vrai que ça a provoqué chez moi beaucoup de mal-être. Beaucoup de mal-être parce que justement, je me disais, mais en fait, des fois, je me sentais pas à ma place. Je me disais, mais en fait, pourquoi ils me font venir? Enfin, c'est censé être un centre de formation, c'est pas un centre d'amaigrissement, je sais pas. Enfin, voilà. Alors oui, bien sûr que j'étais conscient qu'il fallait faire des efforts et qu'il fallait faire attention à l'alimentation, mais c'était devenu tout le temps, quoi. Tout le temps. Et c'est pas forcément des grosses réflexions, et tout, c'est toujours des petits trucs, quoi. C'est, je sais pas, moi, on se sert. Non, c'est pas. Pardon, c'est la coïncidence. Mais par exemple, tu es au buffet, tu sers normalement, et là, tu as le prépa ou tu as le coach qui passe, enfin surtout, c'est souvent les prépas qui passent, qui te fait ça, tu vois. Donc, au moment où tu rigoles, mais tous les jours, tout le temps, donc tu commences un petit peu à avoir des complexes et tout, et je sais que moi, à un moment, en fait, on passait la semaine là-bas, on rentrait le week-end, et le lundi, on était pesé. Donc le lundi, c'était... donc moi, je me souviens, me lever, le dimanche, je faisais des crises d'angoisse, parce que j'avais peur de ne pas être au poids, et à me faire vomir, quoi. À me faire vomir le lundi matin,
parce que j'avais peur. Quel âge? 16 ans? J'avais 16 ans, et après ça a continué sur parce que j'ai fait 1 an à la Canale, et après 2 ans à Marcoussis. Et en fait, tous les lundis, quand je sentais que le week-end... c'était un cercle vicieux, parce que j'étais anxieux, donc quand je suis avec l'anxiété, je mangeais. Et en fait, j'arrivais là-bas, je savais que ça allait pas. Comme c'était ouvert, j'arrivais le soir en loose day, j'allais me peser. Je fais ouh là 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 là, pas bon. Et le lendemain matin, soit je me levais hyper tôt, j'allais courir, j'allais faire un truc pour essayer de perdre un maximum. Et quand je sentais que ça allait pas, hop, je me faisais vomir. Mais là maintenant, j'en parle parce que bon, maintenant, on va dire, j'en ai fait le deuil, mais Alors, c'est vrai qu'à l'époque, c'était ouf. alors à l'époque, en plus, tu as 16 ans. Et finalement, quand tu es dans ce centre d'entraînement, tu es tout seul. Ouais, je suis tout seul. Tes parents, ils sont pas là. Tu es Non, obligé de non, gérer non. ça seul. Tu Ouais, peux en parler à seul. personne. Oui, Et et surtout, tu veux pas. Moi, j'ai jamais voulu, on va dire, inquiéter mes parents par rapport à ça. Même tout au long de ma carrière, j'ai toujours mis une espèce de barrière qui était des fois assez frustrante pour eux parce qu'ils voulaient un peu plus participer. Mais voilà, je voulais les laisser. C'était aussi un peu égoïste de ma part parce que justement le fait de les laisser un peu éloignés, moi ça me permettait de, quand je voulais déconnecter, et ben justement de retourner avec eux. Et je savais que voilà, mon père, lui il suit le foot, le rugby. À part Serge Blanco, il connaissait personne, quoi. Serge Blanco et John Alomou, ils connaissaient personne. Et du coup, par petites touches, grosso modo, c'était de la, entre guillemets, de la grossophobie normale. Genre, on te fait remarquer que t'es trop, etc. Est-ce qu'il y a eu des moments où justement, t'as pas voulu te rebeller, tu vois, de dire, oh, c'est bon, tu vois? Oui. Bien sûr, il y a des fois, bien sûr, j'ai explosé, mais c'est, t'es encore plus pointé du doigt. Parce qu'au final, tu passes. En fait, on n'essaie pas forcément de comprendre le pourquoi on se met pas à ta place. On te fait passer pour le mec. Bon, il fait son rebelle, il a un problème avec l'autorité. Donc c'était compliqué. C'était compliqué à gérer. Donc longtemps, je me suis tué, quoi. Donc bon, il me parlait. Ok, bon. Mais bon, c'est vrai que c'était pas facile. Ouais. Et à ce moment-là, donc, on te fait chier sur le poids, on te fait chier sur plein de trucs, alors qu'en plus, tu as des performances incroyables, tu es surclassé partout. Enfin, en équipe de France, tu fais 2 ans à Marcoussis, alors que normalement, c'est 1 an, je crois. Donc, Marcoussis, c'est le pôle France. C'est Un peu l'équivalent de Clairefontaine, l'INSEP, voilà, pour le rugby. À ce moment-là, du coup, on te fait chier sur des trucs, alors que tu es giga performant sur le terrain. Tu es un des plus jeunes. C'est aussi une époque, on parle d'un truc, tu es né en 88, je crois. Ouais. C'est un truc où il commence à avoir une starification du rugby. C'est ça, hein, c'est à peu près là. Hein, et donc à ce moment-là, est-ce que tu es accompagné psychologiquement? On en a un petit peu parlé en préparation de cet entretien, mais... En fait, non, on est suivi au centre de formation par un psychologue. Mais à cet âge-là, tu dis ce que tu veux bien lui dire. Tu fais pas un vrai travail sur toi, sur ton mindset, tout ça. Tu fais pas un vrai travail. Tu dis ce que parce que t'as tellement. En fait, tu te dis que en fait, t'es un adolescent, t'es face à un adulte, et tu te dis que si tu te livres trop, elle va aller le répéter aux autres adultes. Et du coup, ça peut que si tu dis que t'es pas bien, elle va aller le répéter à l'entraîneur, et du coup, on te met de côté. Donc forcément, tu te livres pas. Après, c'est une relation de confiance. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec une personne exceptionnelle, Myriam Selmi, qui a bossé avec beaucoup d'athlètes olympiques, Teddy Riner, et j'en passe. Et moi, il y a eu une relation de confiance assez rapide. On s'est bien entendu et du coup, moi j'avais plaisir à aller la voir. Je voyais pas ça comme une corvée et surtout elle m'a aidé, elle m'a donné un peu surtout des leviers, comme ils disent, des leviers pour
vaincre un peu, vaincre non, mais combattre un peu mon anxiété, le manque de confiance en moi que je pouvais avoir et tout ça. Mais c'est un travail jusqu'à ce que j'arrête. Je travaillais avec elle, donc ça fait ça représente 20 ans quand même, 20 ans mais comme je disais, tout ce qui est lié à la psychologie dans le sport de haut niveau et encore plus dans le rugby, c'est un peu tabou. C'est très tabou. Alors là, on en parle maintenant librement et j'ai l'impression que ça existe que depuis 2-3 ans. Mais des problèmes de santé mentale, c'est depuis la nuit des temps. Genre, on le sait et malheureusement, on n'en parlait pas parce qu'on a peur d'être pointé du doigt. Justement, et le fait d'être pointé du doigt, c'est comme si en fait tu étais montré comme quelqu'un de faible. Ouais, faible. En fait, ça dépend par qui, comment, mais merci. Tu peux être perçu par les coachs, surtout, voilà, bon, lui, il va pas tenir, donc voilà, il est pas prêt, ou t'as peur aussi parce que il y a de la concurrence aussi à ton poste. Moi, quand j'ai commencé au Stade Français, on était 6 ou 7 à mon poste. Et à l'époque, c'était que des mecs qui étaient en équipe de France, équipe d'Argentine, équipe d'Italie. Donc tu peux pas montrer tes faiblesses. T'as pas le droit. Parce que le moindre truc, même si même si on est dans la même équipe, si toi, t'es numéro 1, lui, ce qu'il veut, c'est prendre ta place. Même si voilà, on s'entend bien, mais c'est ça aussi la concurrence. Du coup, ça c'est à l'intérieur du club. Il y a une vraie compétition, donc externe et interne. Et en plus, tu vis ce que tu vis. Mais est-ce que tu as privilégié peut-être le fait d'aller en parler à l'extérieur, avec quelqu'un de neutre, ou simplement avec Meriem? Ce qui était bien avec Meriem, c'est que oui, elle bossait, elle était, oui, elle bossait avec le club, mais son travail, elle le faisait pour le joueur. Voilà. C'est que quand on travaillait avec elle, c'est pas comme maintenant, on peut voir un peu dans les clubs, il y a beaucoup de préparateurs mentaux, tout ça, qui eux, ils sont là plus, à mon sens, certains sont plus là pour on va dire, l'entraîneur. Faire en sorte que le joueur soit performant C'est une caution, pour l'entraîneur. Elle s'est fâchée avec les entraîneurs parce que justement, il n'y a pas que moi, elle nous protégeait, nous, les joueurs, et ça, c'était un gage de confiance. Ouais. Devant toi, là, il y a plein d'entrepreneurs, des entrepreneurs à succès. Tout à l'heure, quand j'étais en train d'introduire notre conversation de ce soir, quand je faisais le programme, je racontais ce qu'on s'est dit quand on s'est appelé l'autre jour. Quand tu es entrepreneur, que tu viens d'une famille normale, qu'en fait, tu fais un truc que tu as toujours rêvé de faire, très rapidement, tu gagnes plus que ta mère, ton père, tes parents réunis, peut-être même que toute ta famille, etc. Tu n'as pas vraiment le droit, entre guillemets, de te plaindre, tu vois. T'as pas le droit de te plaindre parce que tu vois les parents aller se casser le dos, galérer, faire des trucs qu'ils n'ont pas envie, pour des salaires, t'as dû le vivre aussi, j'imagine. Donc, est-ce que tu retrouvais quand même du réconfort à la maison, ou est-ce que tu gardais une certaine pudeur, une certaine discrétion par rapport à ta situation? Ouais, non, c'est vrai que moi, en plus, dans ma famille, on était assez pudique sur ça. Moi, on va dire le plus beau cadeau que j'ai pu faire à ma mère, c'est que quand j'ai commencé à avoir des bons salaires, c'est lui dire d'arrêter de travailler et de m'occuper d'elle. Mon père était un peu plus fier, donc c'était un peu plus compliqué. Mais moi, ma famille, non, ça n'a jamais été un problème. C'est plus l'entourage, un peu au début. Au début, qu'ils ne comprennent pas que des fois, tu puisses te plaindre, dire t'es fatigué, t'as pas envie. Parce qu'au final, ce qu'ils voient, c'est le résultat. C'est le résultat. Et le résultat, ce qu'ils voient, c'est à la télé, quoi.
mais ils ne voient pas les sacrifices ou même les entraînements difficiles. Voilà. Donc, moi, je sais que j'ai fait énormément de sacrifices. Voilà, à partir de la maison à 15 ans, loin des miens. Ça, je pense que ça a été peut-être le plus gros traumatisme de toute ma vie. Hein. Et du coup, justement, tu vis tout ça, entre guillemets, comme un ado, mais finalement comme un adulte. Et en plus, tu es obligé de le porter seul. Est-ce que dans tout ça, il y a eu peut-être un moment fort dans ta carrière, justement, où il y a eu peut-être un exutoire, où tu as pu un peu libérer le truc? Tu vois, je sais pas, un championnat que tu as gagné ou un match, tu t'es dit là, ah, putain, c'est la consécration. Enfin, est-ce qu'il y a eu un moment très fort où tu as pu peut-être simplement te libérer de ça? Je pense que c'est en 2014. 2014, on est champion de France avec Toulon. Moi, c'est parce que c'était un rêve de gosse, tout simplement. C'était un rêve de gosse. Je me souviens des finales que je regardais à la télé, les finales que j'étais parti voir au stade. Et de me dire, j'aimerais trop être à leur place, j'aimerais trop toucher le bouclier. Et surtout qu'en plus, nous, notre groupe, ça faisait 2 finales qu'on perdait d'affilée. Donc en plus, comme on dit, jamais 203, donc on était comme ça. Ça, surtout ajouté au fait que on venait de gagner la Coupe d'Europe et tout le monde dit que c'était impossible de faire le doublé à cette période-là, que c'était beaucoup trop difficile et qu'on n'y arriverait pas. Donc ouais, je pense que c'est ce titre de champion de France. Ouais. Ouais, ça a été juste exceptionnel parce qu'au-delà des grands noms qu'on avait dans cette équipe, on était vraiment un groupe, un vrai groupe de potes. Cette saison, même si le résultat c'est qu'on gagne, les 2 compétitions, ça a été un sacré parcours parce que l'équipe elle aurait pu exploser au mois de janvier, je crois, quand on perd à la maison. C'était une saison. Je pense que vu que maintenant ils font beaucoup de documentaires là sur les équipes, je pense que s'il y avait une saison à suivre à Toulon, c'était celle-là. C'était Dallas. C'était Dallas. Pour redonner du contexte, cette époque-là à Toulon, c'est vraiment la Dream Team. C'est vraiment les meilleurs joueurs de tous les pays du monde. En vrai, c'est vraiment... t'as que des stars. On avait un effectif. On avait des champions du monde, champions d'Europe déjà, des mecs qui sont Hall of Fame. Hall of Fame à World Rugby, Johnny Wilkinson, Matt Guito. Enfin, moi, c'est des mecs que j'avais en poster dans ma chambre, quoi, à l'internat. Quoi. Et je me souviens de me dire, des fois, j'avais toujours ces petites angoisses quand je sortais du vestiaire. Toujours, je vais pas être bon, on va perdre, je paniquais toujours. Et à chaque fois, ce que je faisais, c'est que je regardais autour de moi, je disais, mais comment on peut pas perdre? C'était juste fou et de pouvoir fréquenter ces grands monsieur, parce que c'était des grands monsieur, c'était juste fou, quoi. C'est des mecs qui ont marqué l'histoire de notre sport et on vivait 24 heures sur 24 tous ensemble parce qu'on allait les uns chez les autres, faire les brailles pour ceux qui connaissent, les barbecues sud-africains. C'était juste ouf. Et ces mecs-là, ils te mentorent? Ils te prennent un peu sous leurs ailes ou pas? Oui, parce que moi j'étais le plus jeune. J'étais le plus jeune à cette période-là de l'effectif. Et moi je sortais d'une dernière année très compliquée au Stade Français. Très compliqué. Niveau de jeu médiocre, pas en forme, pas pris pour la Coupe du Monde. J'étais beaucoup plus présent sur le dance floor que sur le terrain. C'est hyper important aussi. Hein. C'est pas important, mais mais des fois, ouais, non, je pense que j'étais arrivé à un moment où je saturais en fait, et on en revient. Personne, à part, on va dire Meriem, personne à qui se confier, qui se tournait, personne ne comprend, donc forcément pointé du doigt, donc compliqué.
Donc je décide de partir. C'était à quelle période? C'était à quelle période en termes 2011. Et tu avais quel âge? J'avais 24, 23. Donc tu as passé en fait de 16 ans à 24 ans à gérer ça tout seul, quoi. Ouais. Et après je suis parti. Je me suis dit que c'était le moment parce que là j'étais vraiment en train de gâcher tout ce que j'avais pu faire avant. Et du coup, j'ai l'opportunité d'aller à Toulon et je me dis bon ça va être un nouveau départ. Couper le cordon un peu avec l'entourage, la famille, là-bas tout seul et au final ça s'est super bien passé parce que j'ai trouvé un endroit qui me correspondait, parce que moi je suis quelqu'un d'excessif en tout. Quand je dis excessif, c'est quand je fais la fête. Quand je suis en colère, je suis en colère. Quand je suis très content, je suis très content. Voilà, je suis excessif et à Toulon, c'est comme ça. C'est le Sud-Est, c'est comme on dit souvent, c'est l'Olympique de Marseille du rugby. Tu gagnes, t'es un dieu. Tu perds, faut pas sortir de chez soi. Mais c'est vraiment ça en plus. Tu peux perdre un match, le lendemain, tu vas à la boulangerie, on te regarde de travers, quoi. Ah ouais. On te regarde de travers, ouais. Et tu peux te faire, tu vas au marché, on te fait la morale. Tu restes pas longtemps au marché, quoi. Par contre, quand tu gagnes, c'est la folie, quoi. C'est la folie. Ouais, c'est un endroit excessif comme toi, quoi, en fait. Voilà. Donc forcément, je me suis bien senti là-bas et c'est pour ça que maintenant j'y suis toujours, quoi. Aujourd'hui, tu as une carrière, tu es encore à Toulon, tu es manager de Toulon, et tu as aussi une mission, c'est d'éveiller sur ces problématiques de santé mentale. C'est un petit peu tes deux quotidiens, je crois, enfin, de ce qu'on a dit. Ouais, en fait, j'accompagne beaucoup les joueurs. Je m'occupe beaucoup d'eux au quotidien sur, on va dire, l'extra-sportif. Dire que moi, je suis en relation au club, je suis coordinateur sportif et team manager. C'est-à-dire que je m'occupe de toute la logistique autour de l'équipe et des joueurs. Donc tout ce qui est demande de médias, demande d'interview, donc ça passe par moi et après je soumets aux joueurs. Ouais. Donc voilà, et après moi c'est un peu comme mes petits frères parce que la plupart, il n'y a pas si longtemps, je jouais avec eux et forcément j'ai une proximité parce que moi j'ai arrêté il y a pas longtemps. Donc j'essaye de les aider et surtout je suis un relais pour le coach parce que le coach souvent il a la tête dans le guidon. Lui ce qu'il veut c'est avoir des joueurs performants, c'est gagner et moi des fois je suis plus en retrait parce que je m'occupe pas du tout de la partie terrain et c'est à moi d'observer, de voir par exemple les attitudes de certains parce que justement, j'ai été joueur. Je sais que, par exemple, la période des fêtes, c'est une période un peu compliquée pour certains joueurs, notamment pour les joueurs étrangers qui sont loin de leur famille, qui passent les fêtes tout seuls ici. Un truc qui peut paraître fou, mais les changements de température. Changement de température, on a tendance un peu à avoir un peu le blues. Il suffit qu'il y a ça couplé au fait qu'on joue pas trop. On peut avoir un spin. Et après, il y a aussi, parce que, comme on dit, le slogan de Toulon, c'est ici, tout est différent. Il faut s'adapter. Moi, j'ai mis 1 an à m'adapter là-bas, à l'environnement. Donc, quand tu arrives à Toulon, avec l'histoire, le passé, tu te dis, ça va être ouf. Et c'est Toulon, c'est pas Lyon, c'est pas Paris, c'est pas Bordeaux, c'est pas du tout la même culture. Les supporters sont hyper présents. C'est-à-dire que si tu vas au supermarché, dans ton caddie, tu prends du Nutella, il y a tout le Var qui est au courant il y a tout le Var qui est au courant que tu as pris du Nutella. Et ils font des débats sur le blog des supporters. Je dis parce que j'ai été victime de ça. J'ai pas forcément pris du Nutella, mais bon, voilà. Mathieu, c'est pour vous dire.
Oh ouais. Bon. Mais bon, c'est pour vous dire qu'à tel point, et quand t'es pas forcément préparé à ça, on en parlait qu'à Bordeaux, les joueurs, ils étaient beaucoup plus tranquilles parce qu'ils étaient dans une grande ville. À Toulon, non, voilà, tout tourne autour du RCT, donc il y a une énorme pression. Donc il suffit que voilà, tu manges du Nutella et qu'on perde le week-end. Et tu vas voir un truc, et attends, on a perdu, mais en même temps, lui, il mange du Nutella. Mais c'est exactement ça, quoi. C'est Toulon, quoi. Justement, sur ces enjeux de santé mentale, là, pour les jeunes que tu peux croiser, les anciens toi, en fait, euh, comment tu les aiguilles? Est-ce que déjà, ils sont plus éveillés que les joueurs de ta génération? Ah, largement, Ouais. largement, parce que nous, on n'en parlait pas du tout. Maintenant, il y a des sensibilisations qui sont faites. Là, par exemple, la semaine prochaine, la LNR vient au club pour en parler avec des intervenants, justement des anciens joueurs contre qui j'ai joué. Rodrigo Capo Ortega, qui a une histoire vraiment, je l'ai découverte. Ouais, ça m'a fait mal de l'apprendre parce que c'est un ami. Et donc forcément, ils font la tournée des clubs. Mais c'est pareil, c'est comme je le disais, il faut que ce soit une démarche que c'est pas facile, mais il faut que ça vienne aussi du joueur. Et pour ça, il faut le mettre en confiance, il faut lui montrer que on est là, quoi. Justement, je vais juste rebondir là-dessus. En fait, toi, quand tu as connu ça, ce genre de situation, ça arrive plus quoi? Après une grosse défaite, c'est quoi qui a provoqué toi justement ta chute dans ça? Et est-ce qu'il y a un déclencheur spécifique ou maintenant tu arrives à reconnaître ça aussi chez les jeunes de maintenant? Non, mais Tu vois ça peut être tout, hein. Ça peut être tout. Moi, je sais que euh, justement l'année après le doublé, j'ai eu un spin. Alors que T'as pas l'air speed pourtant. mais après le doublé, bon, ça a été compliqué, hein. Ça a été très compliqué. J'ai eu une année compliquée. En plus, on arrivait, forcément, il y avait de la pression parce qu'il y a la Coupe du Monde. Donc, j'en avais déjà loupé une, je voulais pas louper celle-là. Donc, je me mettais énormément de pression. Donc, pas bien. Donc, tu fais un mauvais match, tu dis, bon, bah, ça y est, c'est terminé. En fait, tu paniques. Tu paniques, tu paniques, tu paniques et tu peux pas en parler. Tu peux pas en parler parce que faut que tu restes fort et surtout quand tu as toujours cette image sur le terrain de mec sur qui on peut compter, fort et en fait tu joues un rôle, quoi. Tu joues avec un masque. Tu joues avec un masque et beaucoup de sportifs et je pense que ce soit des rugbymen, des footballeurs, tous les sports, on joue longtemps avec un masque. Ouais, je pense. Ouais. Je pense que vous avez des masques. Et du coup, avec ce que tu as vécu, est-ce que tu t'es formé pour pouvoir accompagner les gens ou tu fais juste avec ton expérience terrain? Non, moi quand je leur parle, c'est vraiment une parole, on va dire. Non, je me considère pas comme spécialiste, psychologue ou quelque chose comme ça. Non. Je pense que il faut faire des études pour ça. C'est un vrai métier. Et non. Moi, c'est juste voilà, les aider à justement ne pas faire comme moi, ne pas garder tout pour soi et à communiquer. Parce que s'il y a bien quelque chose que je regrette durant ma carrière, c'est de ne pas avoir communiqué à mon entourage ou à mes coachs, à mes amis. Et d'avoir trop gardé sur moi à des moments de ma carrière exploser parce qu'il y avait un trop plein. Voilà, moi ce que je fais, c'est les encourager à s'ouvrir, à se livrer et finalement voilà, parce que souvent au rugby on dit voilà, on est solidaire, on n'est rien l'un sans l'autre. Ben justement, c'est pas que sur le terrain, c'est aussi en dehors et c'est très important. J'aimerais laisser l'opportunité à certains d'entre vous de poser une question, si vous voulez. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Mathieu, les amis? Ouais, Flavio? Super.
Ouais, merci Mathieu pour ton témoignage super intéressant. Je voulais savoir s'il y a un moment inattendu, un petit détail dans un match, une saison que personne ne connaît, qui a changé ta carrière ou ta façon de jouer. Oula. Un moment. Franchement, un déclic. Je pense que c'est un match de Coupe d'Europe contre Cardiff, à Cardiff. En fait, je ne le savais pas, mais en fait, j'étais sur la sellette à ce moment-là. Ça faisait 1 an que j'étais arrivé à Toulon et bon, je faisais mes matchs, mais c'était pas non plus énorme. Et, euh, et en fait, je sens que bon, ils me mettent sur ce match-là. J'étais un peu surpris qu'ils me mettent sur ce match-là. Et je sens une énergie différente autour de moi. C'est-à-dire que je sens un peu plus de pression que d'habitude. Et, euh, et en fait, bizarrement, cette pression-là, j'aurais pu me dire, ouais, il y a un truc qui se passe, c'est bizarre, et me mettre encore plus la pression. Et je me suis dit, bon, et en fait, ça m'a plus. J'ai joué totalement libéré. Et j'ai fait un de mes meilleurs matchs à Toulon. Et c'est comme ça que après, je suis passé, que j'ai définitivement gagné ma place de titulaire. Parce qu'avant ça, on avait il y avait beaucoup de rotation. Et c'est vrai qu'après, en rediscutant après, je ne sais pas si vous connaissez Bernard Laporte, ouais, le personnage. Et, et il m'avait dit, oh, t'as fait un bon match, hein, t'as de la chance. Parce qu'il aime bien dire, ouais, t'as de la chance, sinon je t'aurais déchiré ton contrat. Il aimait beaucoup dire ça. Ouais, Yann. Ouais. Merci beaucoup pour ta présentation, franchement très, très intéressante. Depuis les JO, il y a de plus en plus de sportifs de haut niveau qui prennent la parole sur la santé mentale. C'est même devenu la grande cause nationale de l'État en 2024 et c'est encore renouvelé pour la première fois en 2025. Ce qui est intéressant, c'est que je pense sur le volet sportif de haut niveau, mais aussi entrepreneur. Tu travailles chez Stade 2 ou quoi? Ouais, t'inquiète. Invité d'exception, travaille quand même. Merci. Donc, déjà, merci d'en parler. Je pense que c'est un vrai sujet qu'on a aussi. Et je pense que ce qui est toujours difficile, c'est un peu le premier pas. Et toi qui as réussi à le faire, qu'est-ce que tu aurais peut-être à dire? Peut-être que si parmi nous, tu vois, ou d'autres entrepreneurs, bah, on a ce problème peut-être de santé mentale et on se dit, ouais, mais je le garde pour moi et j'ose pas le dire. Ça serait quoi peut-être le premier pas? Quelle est la première solution, tu penses, pour des personnes qui C'est vrai que souffrent le de ça? premier pas est toujours un peu compliqué parce qu'on a peur d'être jugé, d'être pas compris surtout. On a peur de ne pas être compris. Euh, En fait, je pense il faut faire ce qui est bon pour soi. C'est-à-dire, euh, si on ressent le besoin d'en parler, il faut en parler. Voilà, il faut en parler. Euh, Trop garder, après on est des cocottes minutes. Après ça, on explose. Mais pour faire ce premier pas, je pense qu'il faut s'entourer aussi il faut avoir on va dire un cercle vertueux. Moi, les premières personnes à qui j'ai parlé, c'est mes amis d'enfance. C'est mes amis d'enfance parce que je savais que j'allais pas être jugé. Donc c'est un peu quand on présente un spectacle, un stand-up. D'abord, on répète devant ses amis pour voir si ça marche, et après, on se lance. Moi, ça a été ça. C'est le fait de ne pas avoir été jugé ou mal compris par mes proches qui m'a donné de la confiance et qui m'a permis après de me livrer à des gens, à des étrangers. Je pense ouais, j'ai pris de l'énergie des gens autour de moi pour après, voilà, me lancer. Mais moi, encore à mon époque, c'était pas du tout un sujet qu'on évoquait. Moi, les premières fois où j'en ai parlé, on me regardait, ouais, bon, ok, bon. Non, il est juste fatigué, quoi.
C'était juste ça. Où il boude, il n'est pas bien, mais bon, c'était pas vu comme ça. Maintenant, c'est pris beaucoup plus au sérieux, et tant mieux. Après, je peux comprendre aussi les athlètes olympiques, parce que quand tu vis une compétition comme ça en France, le pic d'adrénaline que tu dois avoir, ça doit péter le plafond. Et que après, déjà, tu entends que les aides sont réduites, il me semble, ça fait mal. Ça fait mal encore. Tout à l'heure, quand j'arrivais sur les réseaux, je lisais le témoignage d'un athlète qui ne savait pas si la semaine suivante, il pourrait travailler. C'est dur. C'est très dur. Donc, après, je pense qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Je parle de là au niveau des instances, que ce soit les fédérations, les différentes fédérations, et que ce soit pas juste quelque chose à cocher. Voilà, dire voilà, bon, regardez, nous on l'a fait, maintenant c'est bon. Montrez pas de blanche. Non, il faut qu'il y ait un vrai travail qui soit fait, un suivi. Moi, je peux parler qu'au niveau sportif, mais qu'il y ait un suivi qui soit fait pendant et surtout après, avec les sportifs de haut niveau, parce que la redescente, elle est d'autant plus dure quand on est allé très très haut. Donc, ouais, il faut que les instances prennent leurs responsabilités. Et je me permets juste de compléter, parce que fan de Mathieu et ancien, j'ai joué au rugby aussi pas mal et tout, le fait que tu prennes la parole avec de là où t'es, avec tout ce que tu incarnes, ça va forcément faire un précédent pour qu'il y ait des gamins qui osent en parler. Parce que quand tu as un mec comme ça, avec un CV comme ça qui en parle, ça légitime tous ceux qui n'osent pas en parler. Donc je pense que c'est important. Si je peux juste me permettre de compléter, ça a été quand le déclic où tu t'es dit je veux en parler et je veux que ça soit... Je pense que c'est pas bien vieux, hein, parce que c'est vrai que moi ça a été épisodique en fait. En fait ça venait, ça partait, ça venait, ça partait. Et c'est vraiment, je pense plus vers la fin de ma carrière où là je me sentais beaucoup plus mature, et surtout entre guillemets j'avais plus rien à perdre. Dans le sens où je savais que j'en avais plus derrière moi que devant moi, et que je me souciais plus du regard et des jugements des autres. À partir de ce moment-là, ça a été, je pense que je pense que quand j'ai passé ce cap-là, ça devait être, je pense, en 2018. C'était ouais, 2018, ouais. 2018, parce que je me sentais bien, en confiance. Je deviens capitaine de mon club. J'ai été quelques fois capitaine en sélection, donc j'avais une certaine confiance. Et du coup, ça m'a permis, en fait, de pouvoir, moi, me libérer d'un poids. Et je dirais pas régler mes comptes, mais apporter certaines précisions. Voilà. Trop bien. Jess, dernière question. Ouais, merci beaucoup pour ce partage qui est hyper inspirant. Si je le traduis de ce que j'en comprends, du coup, c'est une forme d'hypersensibilité, en fait. Mais du coup, là, on en a parlé du côté négatif. Mais quel impact positif, du coup, à quoi ça t'a servi, du coup, cette sensibilité sur le terrain ou ailleurs Parce que j'imagine qu'il y a eu aussi des côtés positifs. Oui, oui, quand même, hein. Quand même. Ouais, non, forcément, c'est vrai que quand je me retourne sur ma vie, sur la carrière que j'ai pu avoir, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est vrai que moi, j'ai tendance à beaucoup m'attarder sur les bas, parce que je suis comme ça. Mais quand je regarde tous les hauts qu'il y a eu, je me dis qu'il y a eu beaucoup plus de hauts que de bas. Et ça, c'est un travail que je suis en train de faire. On m'a diagnostiqué, j'allais dire, récemment, que j'avais le syndrome de l'imposteur. Voilà.
Je connaissais pas, mais c'est vrai que non, c'est Pierre. Je sais pas si vous connaissez Pierre Dantin, avec qui on travaille à Toulon. Il m'a dit voilà, tant que tu auras ça, tu kifferas pas comme tu devras kiffer. Et c'est vrai que je suis passé à côté de beaucoup de joie, c'est-à-dire des titres gagnés, des récompenses collectives, individuelles, et toujours à me dire ouais, bon, est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce que si? Et au final, j'ai pas assez fait la fête. Voilà. Ouais, bah justement, tiens. Ouais, Gégène. Moi, j'ai joué à Gégène et je t'ai vu jouer d'ailleurs contre mon cousin, en l'occurrence. Donc, d'ailleurs, je te remercie parce que c'était l'époque où, en fait, les mecs du Nord, on pouvait quand même taper les mecs du Sud. Et déjà, c'était bien. Deuxième chose, c'est que les mecs de plus de 100 bars, ils pouvaient jouer aussi derrière. Ça aussi, je te remercie pour ça. Non, moi, j'ai juste une question, alors hors santé mentale, parce que bon, c'est bien, on en parle depuis tout à l'heure. Il y avait Antonio, que tout le monde se rappelle cette action où tu le fais tomber sur le cul très très fort. Quel est le plus gros joueur que tu as affronté, celui que tu as fait vraiment le plus mal? Parce que si Antonio il t'a pas fait mal, je cherche en fait, c'est pour ça. Ou alors à qui t'as fait le plus mal? Mais bon. Après, le problème c'est que ça va être un peu plus long, je pense. Non, les joueurs plus compliqués à jouer, les joueurs plus compliqués. Manu Tuilagi. Ouh. Très compliqué à jouer, hein. Très compliqué à jouer. Manu Tuilagi, Maha Nounou, forcément. J'ai joué avec, je jouais contre, et c'est mieux de l'avoir avec. Wesley, Fofana. Ah oui, c'est un autre style, mais en plus, Wesley, on se connaît depuis l'âge de 6-7 ans. C'est même génération que toi, Wesley? Même génération, on a été on a le même parcours. Lui jouait au PUC à l'époque, au SCUF et après au PUC, moi à Massy. On a fait la Canale ensemble, on a fait Marcoussis ensemble, les équipes de France de jeunes ensemble. Lui, il a fait le choix d'aller à Clermont. Ouais, ça danse moins à Clermont. Ouais. Et en fait, on s'est retrouvés en équipe de France et ouais, c'est un très bon ami. Et c'est vrai que lui aussi, il fallait l'avoir avec que contre. Ouais. Je parle pas d'agent promis. Tout à l'heure, on parlait des JO. On a vu pas mal de choses sortir, comme quoi, après une médaille olympique, etc., on remettait un petit peu toute sa vie en question par rapport à la victoire. Toi, à 26 ans, 2014, tu gagnes championnat de France, Coupe d'Europe. Et là, c'est le summum, en fait. Bon, il y a la Coupe du Monde, mais c'est le summum. Comment tu gères ça après? À 26 ans, tu as tout gagné, entre guillemets. Comment tu gères le après? Et ben, c'est là où mes coéquipiers ils ont été ultra importants. Parce que à ce moment-là, et ben, en fait, je me rends compte que pour eux, c'était la routine, en fait. Parce que dans cette équipe-là, il y avait déjà des champions du monde, il y avait déjà des champions de France, déjà des champions d'Europe. Frédéric Michala qui était déjà à son 5 ou 6e Brennus. Donc, mais justement, c'est là où j'ai énormément grandi avec ces joueurs-là. C'est que la première chose qu'ils disaient, c'est qu'on y retourne l'année prochaine. C'est ce qui nous a permis, nous, à Toulon, cette génération, de chaque année revenir. Je crois je crois qu'on fait 6 ou 7 finales en l'espace de quasiment tous les ans. Parce que je jouais avec des mecs exceptionnels, des gros compétiteurs qui ne se contentaient pas juste d'un titre ou voilà, d'un trophée. À chaque début de préparation, c'est souvent l'entraîneur sort le PowerPoint en disant voilà les objectifs. Il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin parce qu'il savait qu'en face, il y avait des joueurs qui étaient programmés pour ça, des mecs comme Ryan Abana. Mec comme Ryan Abana, c'était un mec programmé, c'est une machine à gagner. Lui, il est venu pour gagner. Il est arrivé, il n'est pas venu pour le soleil, le pastis et tous les bienfaits du Sud, quoi. Et lui, il est venu pour gagner. Pareil pour les mecs comme Bakis Bota, c'est les Maha Nounou quand il est venu à Toulon, quand il joue encore, mais à 43 ans, c'est les mecs qui venaient pour gagner.
Donc forcément, quand toi, tu gagnes ton premier Brennus, tu es là, bon, ouais, c'est top, tu veux en profiter un maximum, mais les mecs, ils étaient déjà focus sur la saison suivante. Voilà, on a fait le doublé en Coupe d'Europe, et pourquoi pas faire le triplé? C'était ça la principale, c'est ce qui nous animait, et forcément, quand dans un groupe, ça transpire. Et voilà, moi je dis souvent qu'on est tous dans le même wagon d'un train, et en fait, il faut rester dedans. Dès que tu commences un petit peu à t'égarer, c'est simple, le groupe, en fait, avec ce groupe-là, ils te le font remarquer. Et c'est soit tu rentres, tu te remets dans le droit chemin, soit tu dégages. Là, il n'y avait pas de. C'était assez clair. Donc ouais, c'était ça. Repartir de suite. Ouais. Yes, c'est même pas une question. Je voulais juste te remercier d'avoir représenté tous les Antillais du monde. Voilà, c'est tout. Avec plaisir. Mathieu, merci d'être là ce soir. J'avais une vraie question. Tout à l'heure, tu parlais de Bernard Laporte et de ce match à Cardiff où il te dit à la fin du match, tu as de la chance, sinon j'aurais déchiré ton contrat. Dans ta carrière, ce qu'on pourrait transposer ici à nous, les entrepreneurs, et maintenant que tu es manager, qu'est-ce que tu fais qui fait que tu changes un peu d'attitude par rapport à ce que tu as vécu en tant que joueur et certains types de management que tu as pu subir? Parce que je parle ouais, on le subit un peu des fois en tant que joueur, des managements qui sont extrêmement toxiques. Qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui en tant que manager pour changer ça? Ouais, moi j'ai connu Bernard. Alors Bernard, après c'était une histoire d'amour tous les deux. Hein. C'était un peu comme une figure paternelle. Il m'a beaucoup tiré les oreilles, il m'a beaucoup remis dans le droit chemin quand des fois je déviais. C'était un management agressif, comme on dit, mais qui a porté ses fruits. Moi, dans la gestion en fait des joueurs, j'essaie vraiment de les accompagner, leur dire de pas me poser en figure d'autorité, leur dire bon, parce que je pourrais leur dire bon, tu fais ça et tu te tais, c'est toi qui vas faire Papa Noël au Noël de l'association, et puis c'est tout. J'essaie vraiment de les accompagner, de les comprendre, parce que je suis passé par là il n'y a pas longtemps. Et nous, souvent, quand on est joueur, quand on voit un ancien joueur passer de l'autre côté, on dit souvent il a oublié qu'il était avec nous, lui. Donc ce que j'essaie de faire, c'est surtout pas justement faire ce que moi je n'aimais pas. Voilà, par exemple, sur les interviews, les demandes presse, médias, j'impose rien aux joueurs. Si tu as envie de parler, tu parles. Si tu n'as pas envie de parler, tu parles pas. Par exemple, si je vois qu'il y a un joueur qui a pas eu un super match, une mauvaise performance, c'est un peu compliqué pour lui, et que la com et les médias insistent pour l'avoir, là je me mets devant, je dis non, il parlera pas. Voilà. J'essaie un peu de faire bouclier, mais j'essaie aussi de... Vu que j'ai joué avec eux, il y a un temps où je suis, on va dire, leur ami. Mais après, tu les déresponsabilises pas. Non. C'est que moi, ce que je veux, c'est que qu'ils soient pas les assister, quoi. Voilà. Faut qu'ils arrivent à prendre leurs décisions. C'est pour ça que j'encourage beaucoup au centre de formation les médias training. Les habituer à tout ça, pour pas que quand ils arrivent devant une caméra ou devant un journaliste qui subissent les choses. Parce que une interview, je leur dis souvent, avec un journaliste, faut pas la subir. Si tu la subis, c'est là où il t'emmène là où il veut aller, et c'est là où tu perds un peu le fil. Si à la base l'interview elle a été demandée, c'est pas toi qui l'as demandé, c'est lui qui veut te parler. Donc tu lui donnes ce que toi tu as envie de donner, pas le contraire. Donc déjà ça, il faut... Après moi, c'est mes tips que j'avais, je peux pas les dire, c'est top secret, mais il
faut pas subir les choses. Mais en général, c'est pas que pour les interviews, c'est pas que pour. Il faut arrêter de subir les choses, peu importe l'âge. Voilà, il faut. Y a un truc qui te plaît pas, tu me le dis. Pareil, même moi, des fois, si t'aimes pas la façon dont je te parle, je suis un peu trop autoritaire ou autre, bah, tu me dis, écoute, Mathieu, j'ai pas apprécié la manière dont tu me parles. Ok. Alors après, on peut ne pas être d'accord, on peut élever la voix et tout, mais je préfère ça que on se dit rien et après ça fait dans le. Non, je suis pas fan de ça. Je les encourage à se parler et simplement à se libérer, à se sentir libre de pouvoir s'exprimer. Bon, on arrive à la fin quand même. Bon, le mot de la fin, franchement, sinon on reste là toute la nuit. Si tu avais un mot de la fin, justement, pour moi, ce qui m'a beaucoup inspiré dans ce que tu as dit tout à l'heure, tu sais, c'est normaliser la réussite. Genre, tu es dans un groupe qui a déjà gagné 6 Brennus, Coupe du Monde, machin. Toi, tu arrives là-dedans, en fait, c'est presque. Tu dois te mettre au niveau. Et moi, tu sais, comme j'accompagne aussi la performance là-dedans, l'idée, c'est comment tu fais en fait pour toi te mettre à niveau. Et on peut finir là-dessus, tu vois, parce que là où c'est inspirant, c'est que quand tu arrives dans des endroits où les gens ont déjà fait le chemin que toi, tu essayes de faire, forcément, ça t'oblige à aller faire l'effort et à te mettre à leur niveau. Tu as fait comment, justement, toi, vraiment en termes d'état d'esprit, en termes de tout, quoi? Ben, moi, en fait, c'était une période où j'avais aussi un peu besoin d'être mis en retrait par rapport à ce que j'avais pu connaître au Stade Français. Donc j'avais besoin. J'ai laissé les autres prendre la lumière et moi j'étais, on va dire, un peu dans l'ombre et j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup écouté. Voilà. J'ai beaucoup observé et écouté parce que c'est vrai que j'étais un des plus jeunes et forcément, j'ai pris, pour le reste de ma carrière, j'ai pris un petit bout de Bakis Bota, un petit bout de Mahanonou, un petit bout de Matt Guito, de Johnny Wilkinson. Tu prenais leur état d'esprit ou leur comportement? C'était quoi que tu prenais en premier? Non, pas leur comportement, parce que... Ils faisaient trop la fête. Non. Mais leur façon, en fait, leur sagesse et surtout moi, ce qui me manquait à l'époque, on appelait ça leur work ethic, leur éthique de travail. C'est-à-dire que ils avaient cette faculté de travailler dans la durée, à un très élever leur standard pendant longtemps. Moi, j'étais capable de le faire sur un laps de temps et après, patatras. Et en fait, en les observant, en voyant comment ils faisaient, comment ils se géraient physiquement, mentalement, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris parce que, en fait, à partir du moment où ils rentraient au centre d'entraînement, là, ils allumaient la machine. Voilà, ils étaient sur, voilà, c'était le job et ils se donnaient à 100%. Voilà, t'es pas là pour te donner à 80, à 70, ils se donnaient à 100%. Et après, dès qu'ils sortaient, c'était d'autres hommes. Donc ça, j'ai vraiment essayé de m'inspirer de ça. Mais ça, c'est un peu la culture anglo-saxonne qui est comme ça. Nous, latins, c'est totalement différent. Donc, et après, chacun a sa personnalité et chacun l'intègre à sa manière. Moi, je voulais surtout ne pas copier ou prendre les rituels des uns et des autres. J'ai fait un travail pour apprendre à me connaître en profondeur. Et à partir de là, j'ai mis certains process autour de moi pour faire en sorte que, voilà, quand je savais que justement c'était le moment où je commençais à décrocher, hop, j'essayais de trouver quelque chose pour me rebooster, aller voir ailleurs, faire un autre sport, voilà, me challenger un peu continuellement. Trop bien, merci beaucoup. Je pensais pas qu'on allait finir sur cette note, mais ça fait vraiment écho à ce qu'on fait ici, les amis, sur le fait de s'entourer, ça élève nos propres standards. Mathieu, merci beaucoup. Mehmet, merci beaucoup.
Et c'était incroyable et bravo pour tout et merci pour tes mots aujourd'hui, c'était vraiment trop cool. Merci beaucoup. Merci à vous.